All right, we would have. Please be seated. Voulez-vous asseoir. Good afternoon, Le juge président, bonjour. Madam Prosecutor. Bienvenue à tous. Madame la procureure, vous avez la parole. Madame von Braun. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par la référence que vous avez demandée et je vous prie d'accepter mes excuses si je les avais sautées précédemment. Pour ce qui est de mes observations précédentes, destruction de la mosquée de Boeing, car OTP 2127 6626 page 6627, destruction de biens musulmans, car OTP 2075 0670, destruction d'une maison propriété d'un musulman, car OTP 21404 0751, pour les réfugiés à l'aéroport de Bangui, car OTP 2107 1185, pour les images liées à l'enclave PK5 et le convoi de janvier, car OTP 2073 0258 et 0338, pour le convoi du 1er avril, ces images, car OTP 2061 4281 4284 4285 et 4287. Pour les conditions de vie au P45, car OTP 2073 0269, l'image qui concerne le chef de meurtre à Bossangoa, car OTP 2088 2207, les images qui concernent la destruction à Bossangoa, car OTP 2079 0671, la destruction de la mosquée à Bossangoa, car OTP 2088 2204, et puis pour l'enclave à Bossangoa, l'image que vous avez vue porte le numéro, car OTP 2127 6626 au 6629. Pour ce qui est des conditions dans l'enclave de Bossangoa, vidéo à car OTP 2079 0677 et la vidéo avec la citation « Ils nous font la même chose », car OTP 2066 5308, la vidéo avec la citation « Nous allons tuer aussi les petits-enfants », car OTP 2065 3188, et la dernière vidéo avant la pause qui concerne la citation « Nous allons faire un massacre », car OTP 2065 5068. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, avant la pause, nous avions commencé à parler des contributions de Monsieur Mokom. Et j'en étais restée à sa contribution en termes d'armes et de munitions, contribution aux anti-balaka. Afin de pouvoir présenter les éléments de preuve concernant cette contribution, je demanderai une brève séance à huis clos parce que les témoins initiés dont je vais parler doivent être protégés. Le juge président s'est accordé. Monsieur le greffier d'audience, je vous prie.
We're back in open session. Le greffier d'audience, audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Poursuivez. Madame von Braun, en plus d'organiser ces fournitures de matériel, Monsieur Mocom a suivi le recrutement de combattants. Un témoin direct du groupe de Goberet qui a aidé à établir les listes a expliqué comment cela fonctionnait du côté RCA. Et cela, je peux le citer parce que ça fait partie également du procès Gakaton-Gaissona. La déclaration du témoin se trouve à KOTP 2031-02-48 au paragraphe 36 et 38 et son témoignage au cours du procès est au KOTP 0000950 aux pages 14 à 15 et 18 à 20. D'après ce témoin, lorsqu'un nouveau combattant rejoignait le groupe, son nom était enregistré dans un registre dont disposait le groupe. Après cela, un chef anti-Balaka, comme Dedan ou Kema, communiquait les noms des nouveaux combattants par téléphone à M. Mocom. Les adaptations à la liste étaient également communiquées après les attaques pour que l'on puisse savoir quels hommes avaient perdu la vie et lesquels étaient toujours vivants. Ceci était envoyé également à M. Mocom. Comme le témoin basé à Socom le confirme, M. Mocom suivait ces listes et en assurait l'entretien. Il s'agissait de listes de combattants sur son ordinateur. Pour la référence, CAR OTP 2101 2100 2569 au 0282, paragraphe 72. En utilisant sa connaissance de la situation sur le terrain, M. Mocom a donné des conseils sur le mouvement des troupes et il a contribué à la planification et a dirigé des premières attaques dans les provinces entre septembre et début décembre 2013. Ceci, c'est conforme à ce que disent les témoins qui étaient sur place en RCA, ainsi que par des témoins qui étaient à Zongo avec M. Mocom. Pour le procès verbal, les références sont KOTP 2031 02 41, page 02 47, paragraphe 33, et KOTP 21 00 25 69, page 25 74, paragraphe 26 à 31. M. Mocom a également contribué aux attaques faisant l'objet des charges et aux crimes qui sont en suivi en encourageant ses associés qui étaient avec lui à Zongo à lutter avec les anti-Balaka. La liste des témoins de l'accusation reprend deux de ses associés. Ces deux témoins déclarent qu'ils ont été encouragés ou dirigés par M. Mocom pour qu'ils traversent de Zongo en RCA pour rejoindre les anti-Balaka. Et ces deux témoins de l'accusation, finalement, ont participé à l'attaque incriminée sur Bangui. Le premier de ces deux témoins, c'est le P0446, lequel décrit avoir assisté à une réunion organisée par M. Mocom à Zongo un peu avant l'attaque de Bangui, où beaucoup de combattants étaient présents. Au cours de cette réunion, M. Mocom a fait appel à ses camarades pour qu'ils rejoignent le combat à Bangui. Le témoin a fait partie des nombreux hommes qui ont répondu à cet appel. Lui et d'autres ont traversé vers Bangui peu après et ils ont participé à l'attaque incriminée. La référence est KOTP 2059 1626 à page 1646. Le récit que fait le témoin affirme que M. Mongo a envoyé des combattants de Zongo à Bangui peu avant l'attaque sur Bangui incriminée. Elle est étayée par les communications Facebook de M. Mocom lui-même, dans lesquelles il fait référence à ces hommes qui ont traversé vers Bangui. Lors d'une conversation du 2 décembre 2013, un autre membre du cercle des proches de M. Bozizé
Monsieur Mocom dit à son homologue, et je cite en français, mes hommes d'ici ont traversé d'ici à Bangui et tout se passe bien, on est ensemble. Fin de la citation en français. Pour le procès verbal, la référence est CAR OTP 2066 3003, page 3078. Notre témoin déclare que M. Mocom lui avait confié une tâche lorsqu'il a quitté Zongo, et c'était de lutter contre les Sélégas et d'aider à mener la rébellion. Ce témoin a accompli cette tâche, y compris en luttant lors d'attaques dans les provinces, y compris en participant à l'attaque incriminée du 5 décembre sur Bangui, référence KROTP 21110336. Madame, Messieurs les juges, M. Mocom n'était pas physiquement présent au cours des attaques de Bosangoa ou de Bangui, et M. Mocom n'était pas non plus la seule personne ayant contribué à la planification ou à la supervision de ces deux offensives. Néanmoins, les éléments de preuve démontrent que les actions de M. Mocom ont encouragé les combattants à se rassembler et à exécuter les attaques. Au sens large, les efforts de M. Mocom pour rétablir des liaisons entre les différents groupes et membres anti-Balaka ont servi à l'unification des différents groupes et leur a permis de se concentrer sur un objectif plus large que la défense de leur propre village. D'après P0889, c'est à cause de M. Mocom que des gens comme Angelo et d'autres chefs anti-Balaka sont finalement allés à Bangui pour lutter contre les Sélékas dans la capitale. Ce témoin décrit la façon dont M. Mocom est arrivé à cette fin en encourageant les différents groupes d'autodéfense de villages à se rassembler pour aider à reprendre leur village et puis finalement de se rassembler pour libérer Bangui. La référence ici est KROTP 0000942, page 1617. Afin d'illustrer la situation par un exemple, je voudrais, Monsieur le Président, un huis clos partiel. Le Président s'est accordé. Monsieur le greffier d'audience, je vous prie.
We're back. Greffier d'audience, audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Poursuivez, je vous prie. Madame von Braun, concernant l'attaque de Bangui, des témoins directs rapportent les actions de Monsieur Mokom. Ils disent que Monsieur Mokom a contribué à préparer la stratégie de l'attaque, établissait des liaisons téléphoniques constantes avec du personnel clé à Bangui au cours des jours précédant l'attaque. Une fois encore, il n'était pas le seul à le faire, mais ces témoins directs affirment qu'il avait soutiennent la thèse selon laquelle il avait un rôle à jouer. Référence car OTP 21002569 au paragraphe 37. Les récits de ces témoins directs sont étayés par d'autres récits d'Antibalaka qui étaient de l'autre côté de la rivière et à Bangui au cours de l'attaque. Il s'agit de P0446, entre autres, qui affirme que M. Mokom, alors qu'il était basé à Zongo, était toujours le coordonnateur global de l'attaque, assurant une coordination par téléphone. Pour le procès verbal, référence CAR-OTP 2059 1672 à la page 1693. Une assise, si vous le permettez, Madame, Messieurs les juges. Zongo est très proche de Bangui, 2 km, et les appels de Zongo ont un accès direct au site cellulaire de Bangui. Les télécommunications étaient la thèse selon laquelle M. Mokom était en relation active lors de l'attaque du 5 décembre sur Bangui. Ces relevés démontrent que M. Mokom communiquait avec des chefs liés à l'attaque, y compris le jour de l'attaque et au cours de l'attaque. M. Mokom était particulièrement en contact fréquent avec Gremangu et Konaté. Gremangu, en tant qu'un chef d'un des groupes qui attaquait la zone de Boeing, Konaté, lui, était le chef du groupe qui a visé le camp Kasai. Le 5 décembre 2013, les premiers contacts de M. Mokom avec Konaté ont commencé très tôt, à 43 minutes après minuit. Le dernier appel de M. Mokom ce jour-là a eu lieu à 22h16 et c'était également avec Konaté. Pour le procès verbal, je fais référence ici au tableau d'appel CAR OTP 0001189. 154 et 538. De la même façon, le premier contact de M. Mokom avec Gremangu a commencé tôt le matin, le jour de l'attaque. Ils se sont parlé à 5h32 et ont continué à avoir des contacts fréquents pendant toute la journée. Un dernier contact à 16h40. Je fais référence encore là à un tableau des suites d'appels car OTP 00001189, colonnes 169 et 500. Les rapports montrent également que M. Mokom communiquait le jour de l'attaque avec les combattants qu'il avait envoyés à partir de son groupe de Songo, Bruno Semdiro, le lieutenant Abdel de Manganaï. Je fais référence aux colonnes 381 à 382 et 442 à 445. J'en arrive maintenant aux contributions de M. Mokom pendant la période après les attaques du 5 décembre, lorsqu'il s'était réinstallé à Bangui. D'après plusieurs témoins directs, M. Mokom a continué à coordonner avec les anti-Balaka à partir de sa base à Zongo. Dans une vidéo avec la référence CAR-OTP 2095-2903, filmée le 10 décembre, Yaguzu est filmé au moment où il parle du fait qu'il est en contact avec le commandant Mokom. Il l'appelle l'unique commandant Mokom au sujet de décision en ce qui concerne la stratégie. Les éléments de preuve montrent
que Mokom s'est réinstallé à Bangui le 6 février 2014. Monsieur Mokom était à ce moment-là officiellement désigné comme le coordinateur national des opérations des Antilles Balaka, et ceci au plus tard le 14 février 2014, date à laquelle cela a été annoncé. J'invite les juges à se rappeler de la situation des musulmans à Bangui à ce moment-là. Un témoin direct déclare que Mokom avait dit la chose suivante lors d'une réunion avec les Comzones juste après son retour à Bangui, et je cite: « Vous savez comment nous travaillons lorsque nous nous dirigions vers Bangui. L'objectif est de ramener Bozizé à Bangui. Je demande à tous les Comzones de me donner un aperçu de leurs hommes, de leurs armes et des hommes qui sont morts. Nous nous préparons à un grand combat. Nous devons préparer ce combat pour avoir la récompense demain. Nous sommes venus libérer la population, chasser les Sélékas. Lorsque les Sélékas seront partis, le pouvoir sera entre nos mains. » Et je cite ceci du document CAR OTP 2090 0561 0579, paragraphe 138. Après cet événement conjoint, le même témoin direct décrit la manière dont M. Mokom s'est ensuite rendu dans les différentes bases. À ce moment-là, lorsqu'il se trouvait tout près des crimes commis par les anti-Balaka à Bangui, il a fait le maximum pour les rendre plus efficaces et plus structurés. Il était impliqué dans plusieurs opérations en tant que coordinateur, notamment créer la police militaire, les détachements, prendre des mesures pour le recrutement dans les DDR et également faire libérer des détenus anti-Balaka. Monsieur Mokom vérifiait également avec les Comzones quelle était la situation dans leur quartier. Il vérifiait les informations sur les attaques et réagissait en parlant à ces gens par téléphone pendant cette période également. D'après P2232, M. Mokom approuvait les activités militaires des Comzones avec Ngaïsona pendant cette période. Je vous renvoie au document CAR OTP 2100 2569 à 2582, paragraphe 54, 66 71, 84 et 86 87. P2232 le témoin P1719, se corrige l'interprète, confirme également que de la province où il se trouvait après les attaques, il parlait généralement avec M. Mokom et parlait des activités des anti-Balaka. Je fais référence au document CAR OTP 2062 0039 à 0054, paragraphe 92. Un autre témoin déclare que M. Mokom demandait à Yagouzou de rassembler les Comzones chez M. Ngaïsona. Document CAR OTP 2072 1739, page 1753 à 1757, 1 479 611. Les descriptions du soutien accordé par M. Mokom aux anti-Balaka dans le cadre de la coordination nationale pendant cette période sont représentées dans ces communications aux membres clés de la coordination nationale que vous pouvez trouver à l'annexe C2, paragraphes 19 à 20 et 28 à 29 de cette annexe. Son soutien à l'organisation par le biais de la coordination nationale se reflète également dans des documents. Par exemple, vous voyez maintenant sur vos écrans une déclaration publiée par les anti-Balaka le 14 février 2014 et fournie par un témoin de l'accusation. Cette déclaration montre la structure militaire des anti-Balaka et la position de M. Mokom au sein de cette structure en tant que coordinateur des opérations nationales. Référence CAR OTP 2023 50 38
à 0,385. Un autre exemple de ce communiqué est le communiqué anti-Balaka en date du 16 mars, fourni par un témoin de l'accusation. Nous voyons ici la signature de M. Mokom en tant que coordinateur national des opérations. Référence car OTP 20 35 00 61 65, se corrige l'interprète. Les contributions de M. Mokom pendant cette période ne se réduisent pas au soutien des anti-Balaka à Bangui. Il a également contribué aux crimes en cours contre les musulmans à Bossangoa après le 5 décembre. Mokom avait une relation de longue date avec le Comzone anti-Balaka Kema, et ceci à partir de la période où il se trouvait à Zongo. P0446 explique que M. Mokom était le coordinateur des opérations et en tant que tel, il était en contact continu avec tous les groupes anti-Balaka et les jeunes qui s'étaient organisés en groupes d'autodéfense dans les provinces. Je vous renvoie au document CAR OTP 2059 1626, page 1642, et même document, page 591 à 595. Monsieur Mokom est resté en contact avec Kema après son retour à Bangui. Kema venait à Bangui pour des réunions, alors qu'il était toujours en contact avec Mokom pour ses activités. Ainsi, après les attaques du 5 décembre, M. Mokom a continué à soutenir les sous-groupes des anti-Balaka par le biais de son rôle au sein de la coordination nationale. Il travaillait ainsi à consolider son pouvoir, alors que les anti-Balaka à Bangui, aussi bien qu'à Bossangoa, déplaçaient, déportaient, transféraient de force des civils musulmans, les privaient de leur liberté dans les enclaves, à l'école de liberté, et alors qu'ils détruisaient leurs maisons et des sites religieux. Nous ne soutenons pas le fait qu'il s'agit simplement pour M. Mokom de soutenir les activités militaires, mais que ce soutien constitue un crime si effectivement il contribue aux crimes imputés. Et ceci dans le statut, si cette contribution effectivement constitue l'intention requise et la connaissance en ce qui concerne ces crimes. Et c'était bien le cas pour M. Mokom. Je voudrais maintenant développer cela plus en détail. Il y a des motifs substantiels de croire que M. Mokom avait bien l'intention requise et la connaissance pour les crimes imputés d'après les modes de responsabilité retenus. En particulier, M. Mokom avait la connaissance requise parce que, premièrement, il était conscient, puisque cela était de notoriété publique, que beaucoup de combattants anti-Balaka ne feraient pas la distinction entre les combattants séléka et les civils musulmans. Il savait, puisque cela était de notoriété publique, que les attaques des anti-Balaka dans les provinces donnaient lieu de manière routinière à des victimes et à la distraction de biens. Il était par conséquent conscient, lorsqu'il apportait ses contributions, que les crimes imputés donneraient lieu à cela dans le cours ordinaire des événements. Étant donné ce rôle important et la nature de ses activités, M. Mokom connaissait les connaissances du soutien qu'il apportait aux anti-Balaka. S'ils s'étaient suffisamment mobilisés, si on leur donnait la possibilité d'attaquer les Séléka à Bangui et Bossangoa, M. Mokom savait que les anti-Balaka cibleraient la population civile musulmane aux côtés des Séléka et commettraient les crimes imputés. Il n'était pas possible qu'ils ne le sachent pas, étant donné toutes les circonstances, y compris l'histoire récente, les appels à la revanche et la rhétorique violente et tous les éléments de preuve que nous vous avons présentés. Malgré tout, M. Mokom a fait le choix de persister dans ses contributions aux activités
des anti-Balaka pendant toute la période des charges. Il a effectué ce choix même après les attaques des anti-Balaka dans les provinces de septembre à décembre 2013. Attaques dont il était bien connu qu'elles donneraient lieu au ciblage de civils et d'objets civils. Il a fait ce choix même après les victimes civiles en grand nombre et la destruction euh, après les attaques du 5 décembre 2013. Il a continué à faire ce choix après les terribles atrocités à Yaloke, Carnot et Berberati au début 2014. Nous en avons parlé ce matin. Il a fait ce choix à nouveau lorsqu'il s'est réinstallé à Bangui le 6 février 2014 et qu'il était entouré à ce moment-là des effets visibles des actions des anti-Balaka, y compris la destruction de propriétés, la destruction de mosquées et le déplacement de musulmans à Bangui. Au fin de cette procédure de confirmation, l'accusation s'appuie sur les éléments de preuve suivants pour montrer qu'il existe des motifs substantiels de croire que M. Mokom disposait bien de l'intention requise et de la connaissance. Je commencerai par les témoins et à cette fin, je demande que l'on veuille bien passer brièvement à huis clos partiel. Le président, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît?
We're back in open session, Mr. President. Thank you. You may proceed. Greffier d'audience, nous sommes dans l'audience publique. Le président, allez-y. P. 0884 a déclaré au procès que tous les Centrafricains étaient bien conscients des opérations de combat anti-Balaka dans les provinces en 2013. Ils connaissaient les attaques à cause de la radio et de la presse papier. Tout le monde était informé. Je n'étais pas le seul à être conscient de cela. Tous les Centrafricains étaient informés. Car OTP 0001097, page 40-41. Et je me souviens que M. Mokom a déclaré ce matin, en ce qui concerne les attaques des Seleka, il a dit que tous les Centrafricains étaient bien informés de cela à cause des médias. P2027 a déclaré qu'il avait décidé de ne pas se joindre aux anti-Balaka et qu'il était bien prévisible que les choses se terminent mal. Je le cite. Il dit « Dieu peut m'être témoin que j'ai prévu tout ce qui se passait. J'ai vu les actions des anti-Balaka et j'ai dit à quelqu'un de respecter le droit humanitaire parce qu'ils finiraient tous morts ou en prison. Je savais que tout cela finirait mal. Car OTP 2078 0059, paragraphe 88 et 136. Un autre témoin direct a déclaré « Je pouvais prévoir que le conflit serait violent et sanglant. Les anti-Balaka allaient déjà trop loin, même avant le 5 décembre. Car OTP 2127 4238 à la page 4270, paragraphe 177. Madame, Messieurs les juges, Monsieur Mokom disposait bien de la connaissance requise que les crimes imputés auraient bien lieu dans le cours ordinaire des événements. Ceci est également étayé par le fait que les crimes des anti-Balaka étaient largement rapportés par les médias à tel point que cela ne pouvait échapper à personne. Sur votre écran, vous avez un certain nombre d'extraits de publications nationales et internationales. Tous ces documents traitent de ces sujets. Le fait de cibler des civils musulmans à Bossangoa et dans d'autres régions pendant la période pertinente, décrivant les attaques comme non seulement des attaques contre les Seleka, mais également leur impact sur la vie des civils et leurs moyens de vie. Les références ERN sont là, elles sont indiquées à l'écran. Car OTP 2061 1427, car OTP 2079 0622, car OTP 2074 0421, car OTP 2001 4118, car OTP 2082 0793 et car OTP 2079 1940. C'est la manière dont Centrafrique Matin a titré sa première page le 4 décembre en faisant rapport de l'horreur à Boali le 2 décembre où 12 personnes ont été tuées par machette, à coups de machette et des enfants gravement blessés. Monsieur le procureur adjoint a fait référence à cet incident ce matin. Et la référence à la diapositive, je vais la donner rapidement, 2088 26 48. Les rapports effectués sur ces crimes se sont poursuivis après les attaques du 5 décembre. Et ces rapports étaient tout à fait clairs. Il ne s'agissait pas uniquement de crimes ou d'escarmouches entre les anti-Balaka et les Seleka. Il s'agissait de crimes ciblant les civils musulmans et montrant le même schéma de criminalité partout dans le pays. La référence est la suivante, car OTP 2001 44 29, car OTP 2001 44 46, car OTP
20 79 11 47, 2001 43 00 et 20 79 11 66. En outre, pendant cette période, plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissaient le conflit armé en tant que tel, mais également l'impact de celui-ci sur les civils et la violence exercée contre les civils. La violence en RCA s'est maintenue à un tel niveau d'intensité pendant toute cette période que le Conseil de sécurité a autorisé une intervention militaire étrangère au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Référence pour ces résolutions des Nations Unies, car OTP 2001 0256 0275, car OTP 2051 0665, car OTP 2001 et car OTP 2091 00488. Lorsque M. Mokom est revenu à Bangui, il a pu voir de près les effets de ces actions préalables. Malgré tout, il a continué à rencontrer les COPZONE, à se rendre dans leur base. Il a continué à soutenir les groupes. Il a choisi de poursuivre, alors même qu'une personne raisonnable, s'en serait détournée. Son soutien pour les actions de ce groupe a conduit à l'expulsion d'autres, à leur confinement dans des conditions atroces, à la destruction de leurs biens entre les mains des éléments anti-Balaka, alors même qu'il appartenait à la coordination nationale. Monsieur Mokom a fait son choix et Madame, Messieurs les juges, il doit maintenant être rendu responsable des conséquences prévisibles de ce choix. Il doit être jugé. Ceci termine ma présentation. Le Président, merci beaucoup. Bien, il est maintenant 15h25. Nous allons continuer à entendre les arguments au fond des représentants légaux des victimes. Vous avez la parole, représentants légaux des victimes. Je vais enlever mon truc là. Bon. Monsieur, alors c'est ouvert. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, tout d'abord, permettez-moi de saluer les victimes de Centrafrique, de Bangui, de Bossangoa, de Batampélé, de Boda, de Carnot, les victimes du Tchad, de Djamena, de la Logone orientale, occidentale, du Moyen Chari, de Sarre, les victimes du Congo, du Cameroun, venues d'Afrique, mais aussi en Europe, en France notamment, et partout dans le monde. Ces victimes, grâce aux réseaux sociaux, ces victimes sont au rendez-vous. Elles nous entendent et nous sommes là pour elles. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant votre cour dans le cadre d'une audience de confirmation des charges. Article 61-7 du statut de Rome. L'objectif étant l'évaluation des charges que Monsieur le procureur présente. Celles-ci, en effet, doivent comporter des raisons substantielles de croire que M. Mokom a commis les crimes qui lui sont reprochés et si ces charges atteignent le seuil
de valeur probatoire suffisant à ce stade préliminaire, dans l'affirmative, nous irons au procès. Cette décision préliminaire est fondamentale pour les victimes. Elle leur ouvre le champ des possibles. En savoir plus sur ce qui s'est passé, connaître les événements, essayer de comprendre. Votre décision délimitera le contour de ces éléments, champ temporel et champ démographique. La présente argumentation n'a pas pour ambition d'aborder les charges telles qu'elles ont été parfaitement étayées par le procureur, mais plutôt de les aborder sous l'angle des victimes. J'aborderai donc mes observations sur le fond en deux parties. L'une sur les enjeux de ce procès pour les victimes participantes, et elles sont très nombreuses, et l'autre sur leurs attentes, c'est-à-dire qu'est-ce que ce procès peut leur apporter et quel sens a leur participation. Les enjeux. Le premier enjeu pour ces victimes, c'est de connaître les crimes reprochés et susceptibles d'être commis par l'accusé. Quels sont ces crimes ? Ils sont contenus essentiellement dans les articles 7 et 8 du Statut de Rome. Ils ont été rappelés, à savoir le meurtre, le viol, et les représentants légaux des victimes se réjouissent du fait que cette charge soit intégrée de façon autonome à la liste des crimes. Les attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, les destructions de biens, le pillage, la déportation, les transferts forcés de population, la privation grave de liberté et les persécutions. Ceci est important, car dire les choses qui se sont passées, c'est reconnaître qu'elles ont existé. C'est faire reculer les attitudes du déni, de refus de la réalité. Ces faits sont là. Ils existent. Dire les choses, énoncer les crimes dans une enceinte de justice, particulièrement s'agissant du crime de viol, en toute connaissance du contexte socio-culturel qui imprègne et contraint les victimes. C'est une chose essentielle de le dire, de le nommer. En réalité, ce crime, il apparaît de manière sous-jacente, en permanence, dans les dossiers des victimes à participer. En effet, bien que les documents contenant les charges ne mentionnent que 2 victimes de viol, la réalité est tout autre. Les descriptions faites par les victimes mentionnent toutes que ces actes ont été commis sous la menace, par la force, dans un environnement coercitif. Comme l'a rappelé Maître Douzima ce matin, c'était une manière d'humilier les victimes, de prendre possession de leur corps et dominer la population
par la coercition. Ce sont des actes constitutifs d'atteinte à la dignité personnelle. En parler, c'est faire reculer l'ignorance. Et c'est une bonne chose pour les victimes. Le deuxième enjeu. Le deuxième enjeu est illustré par les victimes que nous représentons, qui témoignent toutes, à travers leurs récits, de la nature particulièrement cruelle des attaques qu'elles ont subies, mais également de leur caractère généralisé et systématique. Il apparaît que toutes ces personnes, victimes individuelles, sont ciblées comme un groupe de personnes visées collectivement, à savoir les musulmans. Par exemple, l'attaque de la ville de Bangui, dans laquelle vivaient 130 000 musulmans, 18% de la population totale, l'attaque de Bossangoa, ou les attaques, puisqu'il y en a eu 2, Bossangoa, chef-lieu de la préfecture de Louane, où vivaient 36 000 habitants musulmans, soit 20% de la population. Au regard de ce qui a été développé ce matin, les éléments anti-Balaka procédaient au ciblage systématique des maisons des musulmans qui étaient pillées et détruites. Les victimes mentionnent l'appropriation intentionnelle des biens des musulmans pour un usage personnel. De fait, ces musulmans perdaient leurs moyens d'existence, qui consistaient en des biens de première nécessité, d'usage quotidien, leur maison, leur commerce, les marchandises, tout ce qui servait à leur négoce. Comment dès lors rester sans moyens de vie? Le choix était fuir ou mourir. Et j'en arrive au meurtre. Il ressort des récits des victimes que l'impact de meurtre est effroyable. Il détruit la cellule familiale par l'impossibilité de faire le deuil, par le fait de ne pas savoir comment ça s'est passé, l'impossibilité d'avoir un lieu de recueillement. Impact d'autant plus effroyable quand on sait l'importance de la cellule familiale en Afrique, dans ces sociétés, et quand on sait que les traumatismes sont intergénérationnels. En autorisant ces victimes à participer, vous les confortez dans leurs droits reconnus par le statut de Rome, qui consacre leur droit à un recours. Vous les honorez et vous les respectez, ce dont elles vous donnent acte solennellement par notre voix en ce jour d'ouverture du procès de M. Mokom. Ce droit à un recours doit être effectif pour être efficace. À nous, les représentants légaux communs des victimes, de trouver les mécanismes et les modalités pour sa mise en œuvre. À travers ces 3 jours d'audience,
elles espèrent que leur soit reconnue la place qu'elles méritent. Il s'agit là d'un enjeu majeur de ce procès. Le troisième enjeu, c'est celui-ci. Ce procès relève aussi d'un chemin de mémoire sur la route de la résilience. Formidable outil de connaissance, d'approche de la vérité par le vecteur des témoignages et l'énoncé des charges, des lieux, des dates, des noms, toutes ces informations que les victimes ont besoin de connaître. Savoir comment, où, quand ont péri leurs maris, leurs pères, leurs enfants. Questions qui les taraudent, questions dont elles ne peuvent apporter de réponse en l'état actuel. Ce procès, c'est un formidable outil de transmission pour les victimes survivantes et leurs familles. Tout ceci leur donne à comprendre, à réfléchir, à revisiter leurs souvenirs effroyables, trop lourds, trop traumatisants pour être racontés, verbalisés et trop longtemps enfuis. Ce procès, c'est le seul outil de communication, transmission audible, entendable, pour dire l'indicible, pour remettre à leur exacte place, à travers les débats, cette construction mémorielle de leur vécu personnel et cette page honteuse de l'histoire collective de la République centrafricaine. Et là, le viol est l'illustration de cet indicible. Ce procès, au fil du temps, deviendra pour elles, ces victimes, un cadre de référence et de repères communs qu'elles vont se construire pour aller vers demain. Voilà les perspectives posées, collectives et individuelles. Voilà l'enjeu de ce procès pour les survivantes et les survivants. Les attentes. La première attente. Nous ne pouvons pas nous reconstruire sans justice. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux d'une victime. Il s'agit là de la déclaration d'une seule victime, mais qui a le mérite de représenter la pensée de tant d'autres. Nous ne pouvons pas nous reconstruire sans justice. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, retenez ces quelques mots, afin que ces derniers fassent écho tout au long de l'audience. Ce procès, au fil du temps, comme je l'ai indiqué précédemment, deviendra pour elles, les victimes survivantes, un cadre de référence et de repères communs pour se construire et raconter l'histoire aux générations futures. Les actes, c'était hier, le passé. Leur vie, c'est aujourd'hui. C'est dans des camps ou dans des enclaves. Demain, quel avenir auront-elles à part de se considérer comme victimes? La deuxième attente, c'est tirer les enseignements autant que possible pour briser la chaîne de violence, de haine, d'instabilité qui a conduit des milliers de victimes en exil
et forcer des milliers d'entre elles à vivre dans des conditions déplorables, indignes de l'être humain. La Cour connaît des crimes commis en République centrafricaine depuis 2003. Mettre fin à ces traumatismes transgénérationnels, ancrés dans les esprits, dans la conscience collective, non pas la vengeance, mais le plus jamais ça. Plus jamais ça. Éduquer au respect, à la dignité de toute personne, à l'élimination de toute forme de discrimination raciale, ethnique, religieuse, apprendre la culture de la paix. La connaissance des faits, l'établissement de la vérité historique permet l'éducation, permet le respect des droits par les jeunes générations orphelines vivant dans des camps et exilées de leurs racines. Nous leur devons ces vérités, nous leur devons cette connaissance de l'histoire et nous leur devons cette éducation. C'est la garantie de non-répétition. C'est leur donner l'espoir d'une autre vie meilleure, l'espoir de s'en sortir autrement que par le biais de la guerre et la violence. La troisième attente, c'est dans ce cadre, dans cette action collective, que s'inscrit la participation des victimes et qu'elle s'impose comme une évidence. Intervenir à la fois globalement et individuellement. Tel est le sens de cette participation. Ces victimes sont très nombreuses. Déjà au stade des victimes participantes que vous avez acceptées. Mais elles ne se sont pas encore toutes fait connaître. Elles veulent des réponses à leurs interrogations, à leurs souffrances. Et nous, les représentants légaux communs des victimes, allons les accompagner tout au long de ce cheminement. Nous, les représentants légaux communs des victimes, et elles, les victimes participantes, allons œuvrer pour être entendues et que soit renforcée dans le procès pénal international la place des victimes. Pour conclure, ce procès Mocom, c'est pour les victimes ouvrir la voie des possibles, œuvrer pour l'histoire, rendre visibles ceux qui n'ont pas de voix. C'est le combat de leur vie pour que demain, elles puissent reprendre leur chemin de vie. Cette réponse judiciaire, les victimes l'attendent. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, ne les décevez pas. Je vous remercie. Thank you very Le much, Président, madam. je vous remercie, Maître. You done your part and your colleagues. Vous avez fait Your votre colleagues are supposed to part. continue Vos speaking. collègues, Okay, maintenant, so, vont all right, prendre la then we can, parole. Mes collègues prendront la parole demain, à partir de 9h, Monsieur le Président.
Madam, we still have time. We started late today, so we would have Le Président, roughly nous 20 avons minutes. encore le temps. If Il nous you're prepared reste to une start, vingtaine de then minutes. Si vous êtes prêt à you prendre comfortable la with this? parole, maître, si vous êtes prêt, cela vous convient? Oui, Monsieur le Président, les déclarations que nous avons entendues depuis ce matin ont fortement perturbé les préparations que nous avions déjà communiquées. Donc, il nous faut revoir nos déclarations pour pouvoir intégrer les notes que nous avons prises aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaiterions prendre la parole demain. Okay, I will. All right, I understand. Le juge Okay, président, I je accept that. comprends So we'll et adjourn the hearing j'accepte ces and, explications. Nous allons lever tomorrow l'audience 9:30, et nous reprendrons and, demain à 9h30. I would like to thank everyone, Je all remercie participants, and les especially parties our et plus interpreters particulièrement, je and everyone remercie who's nos working behind the interprètes scenes from the et tous registry, ceux qui travaillent dans la technical, coulisse, experts and au everyone greffe, for allowing the hearing to le take place. personnel Thank you very technique et much, tous and ceux see qui you ont tomorrow. permis à cette audience de se dérouler. Je vous remercie. All rise. À demain. We would